dédié. Donc, certaines personnes continuent à se connecter. On va commencer dans un petit instant. D'ailleurs, dans moins d'une minute. Ils sont déjà dans la salle, donc on n'est effectivement pas encore très nombreux, mais on attend que les participants se connectent. Donc je souhaite à tout le monde la bienvenue et je vous informe quand même que cette session est enregistrée. Elle sera disponible par la suite sur notre page YouTube si vous voulez la revisionner, mais donc j'invite à toutes les personnes qui ne sont pas des intervenants de ne pas allumer votre caméra ni votre micro. De cette manière aussi, vous n'apparaîtrez pas sur l'enregistrement. Par contre, si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas. Il y a la fonction chat, conversation, donc, dans laquelle vous pouvez poser vos questions. Et vous êtes cordialement invité à le faire, à réagir ou à faire des commentaires. Et on laissera, donc il y aura des moments de réponse aux questions où on mettra en avant les questions posées par les participants et où donc Thomas Durlin et Cédric Boussuge, ici présents, pourront vous répondre. Voilà. En attendant, on attend encore quelques minutes, le temps que d'autres personnes se connectent. Et on commencera au plus tard à 15h05. Merci. Bon, je vois qu'on a dans les participants quelques personnes de nos villes, et pays membres, donc du partenariat Mobilizer City. Je vois que la Tunisie est représentée, je sais que la Mauritanie est représentée. Je pense qu'on a des personnes également d'autres pays, principalement africains. Je vous souhaite à tous la bienvenue et je vous informe qu'on va encore attendre 2 petites minutes avant de démarrer le webinaire donc sur le sujet des modes actifs et la sécurité des déplacements, qui est évidemment un sujet particulièrement important. Je vais juste rappeler aux participants que cette session est enregistrée. Je vous invite à ne pas allumer votre caméra et votre micro, de manière à ne pas apparaître dans l'enregistrement si vous n'êtes pas des intervenants. Par contre, si vous souhaitez participer à la conversation, n'hésitez pas à participer via le chat. Je vois que Madame Fatia Nedji s'est déjà présentée. Bienvenue. N'hésitez pas à également vous présenter, à partager des expériences de vos villes, de vos pays, pour qu'on ait un panorama des enjeux liés à la sécurité routière et les modes actifs. N'hésitez pas à poser vos questions, à faire vos commentaires dans le chat. Voilà. On essaiera d'y répondre au maximum, soit par écrit, soit via des moments dédiés. Donc, certaines personnes continuent à se connecter. On va commencer dans un petit instant. D'ailleurs, dans moins d'une minute. Voilà, je propose qu'on commence maintenant. Il est possible que des retardataires nous rejoignent, mais voilà.
Donc je remercie à tout le monde d'être là avec nous. Je remercie évidemment nos intervenants en premier, mais également nos participants. Et donc c'est une session aujourd'hui sur le sujet très important de la sécurité des déplacements liés aux modes actifs. On va parler principalement de marche et de cyclisme dans le cadre de la mobilité urbaine. On a la chance d'avoir un partenariat avec le CEREMA qui nous propose donc cette session et les intervenants Cédric Boussuge et Thomas Durlin du CEREMA vont vous donner tout un panorama d'informations liées à ce sujet. Je vais demander à Thomas de peut-être passer à la slide suivante. Et je- voilà. Pour le bon déroulé de ces sessions, quelques petites recommandations. Donc, tout d'abord, je l'ai déjà dit, mais pensez à désactiver par contre, votre micro et votre caméra. Cette session est enregistrée, donc si vous n'êtes pas à l'image, donc si vous n'avez pas votre caméra allumée ni votre micro, vous ne serez pas sur l'image. Par contre, n'hésitez pas à participer au chat. Ce n'est pas enregistré par contre. On fournira des réponses soit dans le chat, soit lors de moments dédiés aux questions-réponses. Et voilà, n'hésitez pas à vous présenter, à faire des commentaires, à poser vos questions. Et slide, s'il vous plaît. Donc, juste une petite explication du contexte. Nous représentons le partenariat Mobilize City. Le partenariat est un partenariat global avec des membres sur 4 continents. Donc, il rassemble évidemment des bailleurs de fonds européens. En premier lieu, la Commission européenne, l'Agence française de développement et les gouvernements français et allemand. Donc ici, on voit le logo du ministère allemand de l'Environnement, mais le ministère allemand de la coopération au développement nous a rejoint récemment. Du côté français, on a aussi le Fonds français pour l'environnement mondial et le ministère de la transition écologique, donc, qui nous soutiennent financièrement. Et on a 65 villes et 15 gouvernements nationaux en Amérique latine, en Afrique, en Europe de l'Est et en Asie, qui ont également rejoint le partenariat en s'engageant pour une mobilité urbaine plus durable et plus inclusive. Euh, à ces membres, les partenaires proposent des services de soutien à la planification de la mobilité urbaine, au développement de politiques et de programmes nationaux, mais également des services de renforcement de capacité, notamment via toute une offre méthodologique, de documentation thématique, etc., mais également des webinaires tels que celui-ci et des offres de formation en ligne. Voilà, vous pouvez passer à la slide suivante. Les intervenants du jour sont donc Thomas Durlin, qui est directeur des projets mécanismes d'accident et sécurité des modes actifs au CEREMA, et Cédric Boussuge, qui est donc chargé d'études marche et espace public également au CEREMA. Donc, ce sont eux qui fournissent le contenu de cette présentation. Nous aurons également une intervention malheureusement enregistrée de Priska Olinga, qui est coordinatrice du projet de mobilité urbaine à la communauté urbaine de Douala, qui a donc adopté un plan de mobilité urbaine soutenu par Mobilizer City il y a 3 ans et qui est en cours de mise en œuvre. Malheureusement, elle n'a pas pu être présente aujourd'hui, donc on a une petite intervention enregistrée de sa part, ainsi que M. Baïcher Sow, qui représente l'association Sama Vélo, qui veut dire Mon Vélo en Wolof, à Dakar, et qui nous présentera un peu ce qu'une association de cyclistes telle que la sienne peut faire dans une capitale africaine pour soutenir l'utilisation du vélo et quels sont les enjeux associés. Slide, s'il vous plaît. Voilà, donc cette session durera 1 h 30. On a déjà commencé depuis 5 minutes, avec tout d'abord une introduction aux enjeux de la sécurité routière liés aux modes actifs. Ensuite, un aperçu de pourquoi la sécurité routière doit être intégrée dans une politique de sécurité routière globale. En troisième lieu, une partie qui est intitulée Sécurité des modes actifs liée à la planification de la mobilité urbaine, dans laquelle on aura également l'intervention de la ville de Douala. Et enfin, une explication plus pratique sur comment concevoir des aménagements en faveur de l'attractivité et la sécurité des modes actifs, ce qui sera également l'occasion d'écouter nos intervenants de Dakar.
Voilà, à l'issue de cette présentation, on espère que vous aurez acquis des connaissances. Peut-être vous pouvez passer à la slide suivante, et être en capacité principalement de deux choses: identifier les enjeux liés à la sécurité des modes actifs et les concepts clés associés, notamment dans le contexte dans lequel vous travaillez, et ensuite apprendre à partir des apports théoriques et pratiques, à rendre plus opérationnelle la question de la sécurité des modes actifs, notamment dans la planification et la conception des aménagements de mobilité urbaine. Sans plus attendre, je laisse la parole à Thomas Durlin. Merci beaucoup de votre présentation et je vous invite à commencer. Merci. Merci pour cette introduction, Vincent. Alors effectivement, Thomas Durlin, je vais pouvoir démarrer ce webinaire en vous parlant déjà de quelques éléments un peu généraux autour de la sécurité routière et celle des modes actifs. Alors, c'est un sujet qui est effectivement porteur d'enjeux très forts. La sécurité routière, c'est plus d'1 million de morts par an en 2017. La première cause de mortalité pour les jeunes. 90% des tués sont dans les pays les moins développés, enfin en cours de développement, et parmi ces tués, 46% sont des piétons, des cyclistes ou des deux roues motorisés, ce qu'on appelle des usagers vulnérables. Alors globalement, le problème de la sécurité routière prend de l'ampleur dans le monde, même s'il y a pu y avoir une certaine accalmie dans certains contextes, notamment dû à la crise sanitaire. Et cette ampleur est liée notamment au développement du deux roues motorisé. Plus largement, en matière de sécurité routière, on connaît les principaux facteurs de risque, on connaît les principales mesures pour remédier à ces facteurs, mais pour les mettre en œuvre, ce qui manque généralement, c'est la volonté politique, qui est l'élément central pour pouvoir passer le cap d'une amélioration de la sécurité. Derrière cette volonté politique, il y a des questions de mécanismes de collaboration à mettre en place, et tout ça peut être aussi accompagné dans le cadre de dispositifs comme nous l'avons situé aujourd'hui par exemple, avec des soutiens d'organismes de dirigeants internationaux pour essayer de valoriser cette thématique de la sécurité routière. Au niveau international, pour aller toujours très vite pour l'instant, c'est une thématique qui a été accaparée par l'ONU dès 2011 pour une première décennie sur la sécurité routière, qui a été poursuivie sur la période 2021-2030, avec ce qui a été déclaré comme la seconde décennie pour la sécurité routière. L'enjeu général est de réduire de moins 50% le nombre de morts et de blessés sur les routes en 2030. C'est un objectif ambitieux, mais qui a déjà été saisi par plusieurs acteurs. C'est le cas par exemple de l'Union européenne et de la France que j'ai cité ici. Alors j'ai dit que les principaux leviers pour la sécurité routière sont connus. Alors pour les valider très rapidement en introduction, il y a la question du casque. Le port du casque pour les motorisés est un élément important. La ceinture de sécurité également, donc ça ne concerne pas spécialement les modes actifs, mais voilà, pour que vous ayez ces éléments en tête, avec des effets bien connus, appliqués dans différents contextes. La vitesse, je reviendrai tout à l'heure plus en détail sur les enjeux de la vitesse, mais c'est effectivement une mesure importante d'abaisser les limitations de vitesse et d'associer ça à du contrôle de vitesse pour améliorer le respect des limitations de vitesse. La question de l'alcool au volant, c'est la mesure qui a le coût-bénéfice le plus important, c'est-à-dire on améliore de manière la plus efficace la sécurité routière avec des moyens les plus réduits. Donc un levier essentiel pour lequel il y a sûrement beaucoup de choses à faire encore. Au-delà de ces leviers, si on regarde un peu ce qui se passe dans d'autres contextes que ceux du continent africain, pour aller voir un peu en Europe, je vous ai mis ici le graphique de l'évolution de la mortalité en Europe depuis les années 2000. Alors, il y a un petit saut dans le temps entre 2000 et 2010, les deux premiers points. Mais le premier point est important pour vous montrer qu'en 2010, en Europe, il y avait un peu plus de 53 000 tués sur les routes. 10 ans plus tard, on passait à 29 000. Donc presque plus de 20 000 morts évitées sur la route par an, car déjà un premier paquet de mesures. Les objectifs européens visaient pour 2020 à peu près un peu moins de 15 000 tués sur la route. Globalement, cet objectif a été tenu jusque les années 2013 à peu près, et après ça a commencé à décrocher un peu, d'où l'idée de renforcer aussi au niveau européen le paquet de mesures pour pouvoir se rapprocher de cet objectif de manière plus opérationnelle. Si on regarde plutôt au niveau de pays, on voit qu'au-delà de la moyenne en Europe, il y a des grandes disparités, donc il y a des contextes plus favorables que d'autres. En Suède, en Irlande par exemple, on a les meilleurs élèves en matière de sécurité routière, et d'autres pays, eux, font beaucoup moins bien, pour d'autres raisons. La France, globalement, par exemple, se situe dans la moyenne européenne, assez largement.
Alors pour revenir sur la France, justement, au-delà de la moyenne que je viens de vous montrer, et prendre un peu de recul dans le temps, on voit qu'il y a quand même une progression vers la situation actuelle qui est importante à avoir en tête. Je vous invite d'abord à regarder la courbe rouge qui est le nombre de tués sur la route depuis 1950-52, avec un pic en 1972, qui est l'année où il y a une prise de conscience collective en France que la sécurité routière était un enjeu très fort, et plus de 18 000 tués sur la route. Et depuis, il y a eu tout un ensemble de mesures qui ont été mises en place, les unes après les autres, qui allaient globalement dans le même sens autant que possible, pour essayer d'améliorer la situation. On est passé de 18 000 à 3 000 tués sur la route à peu près. Et si on compare ça à la courbe bleue, qui est le volume de trafic circulé sur la route, on voit qu'effectivement le volume de trafic augmente largement. Thomas, je me permets de Oui. ton micro est coupé. Quelqu'un a coupé mon micro, effectivement. Ouais. Merci. Du coup, je disais qu'effectivement le volume de trafic en bleu a augmenté largement. Si on fait le ratio entre les tués et le volume de trafic, c'est la courbe verte, on voit que globalement ça a largement progressé entre le début des années 50 et la situation actuelle, avec un ratio très important. Alors pourquoi vous montrer ces éléments-là? C'est que si on regarde les chiffres de la Banque mondiale en termes de mortalité dans différents continents et sous-continents, alors on a la situation de la France qui est en vert en bas et à peu près similaire à celle de l'Union européenne. Je vous ai mis la petite étoile tout en haut à gauche que vous pouvez voir, qui est la situation de 1973, c'est-à-dire en nombre de tués sur la route. Vous voyez qu'en France, on est quand même parti d'assez loin, hein, qui est une situation qui n'a rien à envier à ce qui peut se passer actuellement en Afrique subsaharienne, par exemple, mais qu'un ensemble de politiques publiques ont pu réussir à renverser cette tendance pour vous amener à la situation actuelle. Vous voyez un peu le détail par l'Afrique subsaharienne, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Il y a également l'Algérie qui avait été indiquée, qui avait été mise pour les besoins du graphique. Voilà, la mortalité n'est pas une fatalité, on peut y remédier. C'est ce que j'essaie de vous faire passer comme message important avec ce graphique. Alors l'OMS s'était penché sur le continent africain en matière de sécurité routière, hein, autour des principaux leviers que je vous ai expliqués tout à l'heure, pour montrer qu'effectivement, voilà, certains pays sont bons sur cette thématique, mais globalement, il n'y a pas de pays exemplaires encore pour l'instant. Ça viendra et ça s'améliore, mais on en est encore un peu loin. Alors, du coup, par rapport aux enjeux des modes actifs, hein, je vous ai dit tout à l'heure que la mortalité concernait à peu près 40% d'usagers piétons ou vélos, avec un pourcentage qui est encore plus important en Afrique. Est-ce que de votre côté, pour une première question un peu ouverte, je vous invite à y répondre dans le chat, est-ce que vous connaissez les données de parc modal de marche et de vélo dans votre ville, chez vous? Est-ce que vous pouvez nous les partager éventuellement pour pouvoir faire un parallèle entre ces parts modales et la part dans l'accidentologie? Donc on vous invite à le mettre dans le dialogue en ligne, ou alors mettre des ordres de grandeur si jamais vous n'avez pas les données précises en tête. N'hésitez pas à mettre juste des ordres de grandeur que vous avez. Enfin, comme je partage, je ne vois pas le chat, alors je ne sais pas s'il se passe des choses. Pour l'instant, on n'a pas de contribution. Probablement que nos différents participants sont en train de chercher l'information de leur côté. Oui, ce n'est pas très évident. De mon côté, je peux quand même juste partager une info non quantifiée là comme ça. Je pourrais revenir avec cette info de manière quantifiée au niveau des villes membres de Mobilizer City. Celles qui sont en train ou qui ont réalisé un plan de mobilité urbaine durable possèdent ces informations au niveau de la paire modale, mais pas toujours au niveau des accidents. Par contre, celles qui n'ont pas encore réalisé le diagnostic associé à ce plan de mobilité, souvent n'ont pas les mesures liées, des mesures concrètes liées à la part modale des piétons, par exemple, qui sont parfois pas du tout considérées dans dans la part modale. Voilà. Effectivement, pardon. On a trois réponses, 70% de marche à Dakar, 50% à Paris et Yaoundé, un tiers des déplacements à pied.
et que le vélo n'est pas très représentatif. Et, en France, pour information, la marche, c'est de l'ordre de 23 à 24%. Et le vélo, 3% au dernier chiffre, mais c'est en train d'augmenter. Et on ne quantifie pas l'augmentation encore. Ouais. L'objectif était surtout de mettre un parallèle entre l'accidentologie de ces modes actifs et les parts modales, pour montrer qu'il y a effectivement un enjeu important à accompagner ces modes actifs. Les principaux freins qu'on a pu identifier, même dans nos contextes en France, hein, c'est que les freins à l'usage des modes actifs sont la question de la sécurité et la continuité des itinéraires. Donc c'était qu'on parlera un petit peu tout à l'heure, hein, mais ce sont des éléments essentiels pour pouvoir promouvoir la marche, promouvoir le vélo, et qui sont des éléments clés pour l'accidentologie, mais aussi pour la pratique, et du coup pour le développement d'un système de mobilité durable, le mode actif étant une contribution centrale à la constitution d'un système de mobilité durable. Je vous propose de poursuivre avec quelques éléments autour d'une politique de sécurité routière globale. Alors, je vais passer rapidement sur quelques notions d'accidentologie pour que vous ayez quelques éléments en tête. Alors, en matière de sécurité routière, on classe généralement les actions en termes de 3 niveaux d'intervention. En sécurité primaire, c'est-à-dire avant l'accident, pour éviter l'apparition d'accident. En sécurité secondaire, c'est-à-dire au moment précis de l'accident, pour réduire les conséquences d'un accident. Et ensuite, après l'accident, tout ce qui peut être réalisé pour limiter les effets de suraccident et de prise en charge des personnes accidentées. On peut traduire ça sous forme dans le temps, en fait, avec ce petit schéma qui montre les différents niveaux d'intervention et comment ils se placent par rapport à l'accident. Il y a des choses qui sont à réaliser de manière préventive, en amont. Donc c'est là où il y a pas mal d'actions qui peuvent être réalisées par des acteurs publics. Au moment de l'accident proprement dit, c'est plutôt des choses qui sont liées au véhicule ou éventuellement aussi à l'aménagement, pour éviter des obstacles par exemple. Et après, en sécurité tertiaire, on est plutôt sur l'assistance à l'usager et la gestion des blessés. Alors, quand on a un accident qui se produit, ce qui est réalisé classiquement en matière d'accidentologie et d'analyse de l'accident, c'est de regarder les éléments impliqués dans l'accident. Et le constat qui est fait généralement, c'est qu'il y a eu quelque part dans la chaîne un mauvais comportement qui revient généralement à aller incriminer une responsabilité d'une personne en indiquant que cette personne est responsable de l'accident. C'est ce qu'on appelle la fatalité des facteurs humains, c'est-à-dire que dans presque tous les accidents, généralement, un pourcentage de l'ordre de 90% des accidents, le facteur humain intervient clairement comme étant un élément déclencheur de l'accident. Alors du coup, quand on a cette approche-là, on se retrouve rapidement limité parce qu'on peut difficilement faire autre chose qu'essayer de sanctionner les comportements pour les rendre les plus compatibles avec ce qu'on imagine comme étant le bon comportement. C'est une approche qui se retrouve rapidement limitée et depuis les années 2000, on a commencé à développer d'autres approches par rapport à cette notion de facteur humain en partant du principe que la conduite est une activité complexe. On sollicite fortement le conducteur, il doit avoir une conscience de l'environnement, maîtriser son véhicule, savoir où il va, etc. Et donc, il est soumis à quand même à rude épreuve. Et un accident qui se produit, c'est finalement une sorte de défaillance fonctionnelle. On parle de défaillance fonctionnelle d'un système, ce système de conduite qui est l'ensemble des composantes entre l'humain, le conducteur, ou des passagers, un véhicule et l'environnement au sens large. Ça peut être les conditions de circulation, la pluie, éventuellement la neige, ou plutôt du trafic, ou éventuellement l'infrastructure elle-même. Donc, dans ce triptyque humain, véhicule et environnement, on va pouvoir du coup décomposer les éléments qui ont pu être défaillants. Et du coup, cette analyse permet de faire un diagnostic beaucoup plus riche des pathologies, de ce qui a conduit à l'apparition d'un accident. On va pouvoir aller traiter les questions de formation, par exemple, de permis de conduire au niveau de l'humain. Au niveau du véhicule, on va pouvoir améliorer les exigences des véhicules avec des contrôles techniques, par exemple, aider de la conduite. On peut améliorer les aménagements, ça peut être le rôle du gestionnaire, hein, améliorer la gestion du trafic ou l'entretien des infrastructures, par exemple, en parlant de l'environnement. Donc cette prise en compte beaucoup plus large a été intégrée dans la démarche qui s'appelle le système sûr et qui conduit à cette vision de zéro tué sur la route, un paradigme fort qui a été initié à la fin des années 2000
et qui s'est concrétisé par plusieurs travaux, deux groupes de travaux portés par International Transport Forum, par exemple, associé avec l'ONU et désormais la Banque mondiale, dans l'objectif de pouvoir avoir comme objectif à terme, un objectif idéal, mais qu'on se fixe collectivement, d'avoir 0 tué sur la route et 0 blessé grave. C'est quelque chose d'ambitieux. On sait que ce n'est pas réaliste dans l'immédiat, du coup, il y a une notion de dynamique, on va pouvoir s'améliorer en continu pour tendre vers un système de plus en plus sûr. Les composantes du système sûr sont typiquement de 4 composantes que je vais vous détailler autour de l'erreur humaine, la question de la vitesse, la responsabilité partagée et cette intégration systémique pour essayer de traiter toutes les parties du système. Donc l'erreur est humaine, c'est une notion importante. On sait que toute personne peut faire des erreurs. Donc, généralement, les erreurs sont involontaires du fait de la tâche de conduite, hein, qui n'est pas toujours réalisée de manière parfaite. Alors du coup, par rapport à cette question d'erreur humaine, un gestionnaire peut avoir deux approches, soit dire qu'il s'en lave les mains, c'est-à-dire il respecte les normes, il respecte ce qu'on attend de lui, et du coup, s'il y a un accident, c'est plutôt la victime qui est à blâmer. Mais c'est une démarche qui se retrouve rapidement limitée, ou on peut essayer au contraire d'accompagner les comportements. Alors, on peut essayer de modifier ces comportements naturellement, mais on sait aussi qu'on ne pourra pas tous les modifier. Par contre, on peut essayer d'anticiper certains comportements à risque ou des comportements liés à des erreurs humaines, des défaillances qui sont généralement involontaires. C'est prendre en compte, par exemple, certains comportements, des lignes de désir, des comportements, par exemple, de type de traversée piétonne. On sait que les piétons ne vont pas forcément traverser aux endroits des traversées piétonnes, ils vont parfois le faire à d'autres lieux. Essayer de comprendre ces stratégies des piétons, leur choix, ça peut être une manière d'anticiper ces accidents et donc d'accompagner une défaillance du système de manière la plus efficace possible. Je vois que le temps passe vite. La question de la vitesse est un enjeu essentiel. Le corps humain est un animal biologique. Il n'est pas fait pour supporter des chocs au-delà de 30 km/h. Et réduire la vitesse est un élément essentiel pour diminuer l'accidentologie. Donc, quand on parle de vitesse, il faut avoir d'une part en tête la vitesse limite autorisée et d'autre part la vitesse réelle pratiquée, notamment sa distribution, c'est-à-dire voir comment les usagers respectent ou non ces vitesses. Quelques éléments sont très rapides autour de la vitesse, notamment autour des distances d'arrêt, pour que vous ayez ça en tête. Quand on conduit et qu'on voit un événement sur la route, il y a un temps de réaction incompressible qui varie d'une demi-seconde à une seconde et demie, parfois 2 secondes, en fonction de l'état du conducteur, son âge, sa concentration. Et donc, c'est une distance qui va être parcourue à vitesse constante. Donc, par exemple, 50 km/h, on va faire déjà presque 15 mètres avant de commencer à freiner. Et après, il y a un temps de freinage qui va dépendre de certains éléments, le véhicule, l'état de la surface, notamment. Donc, ce qui veut dire qu'à 50 km/h, on va mettre 28 mètres à s'arrêter. À 30 km/h, on mettra 13 mètres. C'est un élément important à avoir en tête. Baisser la vitesse a des conséquences assez directes sur le fait que des accidents arrivent ou pas. Par rapport à cette baisse de vitesse, c'est une thématique qui est bien traitée et connue du point de vue théorique, avec par exemple des formules qui permettent d'anticiper les effets d'une baisse de vitesse en termes d'accidentologie. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, pour que vous sachiez que ça existe. Et enfin, un élément plus général sur la modération de la vitesse. Baisser la vitesse, c'est améliorer la sécurité routière, c'est favoriser les modes actifs qui se retrouvent du coup beaucoup plus sécurisés et beaucoup plus favorisés. Donc globalement, c'est améliorer la santé aussi. Baisser la vitesse, c'est améliorer la vie locale aussi, avec un environnement beaucoup plus agréable. C'est réduire les nuisances environnementales, le bruit, les émissions. Donc globalement, c'est améliorer la qualité de vie. Et l'impact sur le temps de parcours, surtout en milieu urbain, est très faible globalement, puisque l'essentiel du temps perdu sont plutôt des temps perdus dans les bouchons, aux intersections, plutôt que par rapport à une vitesse maximale. Donc il y a là une dynamique vertueuse au fait de modérer la vitesse. Donc voilà, c'était les éléments sur la vitesse. En termes de responsabilité, il est important de comprendre, le troisième pilier, que l'accident est lié à plusieurs facteurs qui impliquent beaucoup d'intervenants différents. Et donc, faire un tour de la responsabilité de chacun, c'est aussi une manière d'impliquer chaque acteur dans l'amélioration de l'accidentalité. Et dernier axe, c'est le fait de pouvoir avoir des actions qui vont
non pas se concentrer sur une thématique précise, mais plutôt traiter le système dans son ensemble pour faire en sorte que si un élément du système est défaillant, globalement, les autres vont pouvoir prendre le relais et éviter l'accident. Alors, je vais passer rapidement sur ces éléments-là. Pour dire plutôt, finalement, cette vision d'une sécurité routière améliorée qui pourrait tendre vers une vision zéro, quel est l'impact pour une ville? Donc, pour une ville, une collectivité, ça veut dire qu'il faut pouvoir mobiliser autour de la sécurité routière l'ensemble des composantes du système de déplacement, les équipes de transport, d'urbanisme, mais aussi l'éducation, auprès des écoles par exemple, les services de santé. Il faut pouvoir avoir des moyens dédiés, notamment en ressources, autour de la connaissance de l'accidentalité par exemple, développer globalement une culture de la sécurité pour permettre de faire évoluer un peu les normes sociales. C'est un peu l'enjeu de l'intervention tout à l'heure autour de la sensibilisation pro-vélo qui va vous montrer que les choses peuvent, les mentalités peuvent évoluer. Ça demande aussi d'avoir certains arbitrages clairs de la part de la collectivité, quand il faut pouvoir privilégier la sécurité au nom de la vitesse, par exemple, et aussi rappeler que la sécurité contribue à d'autres politiques urbaines durables sur la mobilité, le climat, la santé et la ville inclusive. Alors, une petite question pour vous faire un peu participer, avant d'amorcer les questions éventuelles que vous pourriez avoir. De votre côté, est-ce que vous savez, dans votre collectivité, qui est responsable du suivi de l'accidentologie, si quelqu'un est en charge? Et si oui, quelle est sa mission et dans quel organisme appartient-il? Est-ce qu'il appartient à la collectivité, à un service de l'État, à un autre acteur, une association ou d'autres modalités qui pourraient exister? Donc là encore, je vous encourage à mettre les éléments dans le chat. C'est pas une question évidente. Non, c'est pas une question évidente, c'est justement l'intérêt de montrer que sur ce sujet qui pourrait être central et du coup qui pourrait être dans les esprits des uns et des autres, finalement c'est rarement le cas. Hein. Malheureusement, dans beaucoup de situations, cette thématique n'est pas encore assez mise en avant et du coup, voilà, il n'y a pas encore les bons réflexes autour par exemple, du suivi des accidents dans la vie. Je ne sais pas si des réponses apparaissent dans le chat. Si, on a eu des réponses, notamment Tunisie, Madagascar, ils relèvent plutôt de direction avec l'État, enfin, au ministère de l'Intérieur pour la Tunisie, Direction générale de la sécurité routière. À Madagascar, pardon. D'accord. Des missions plutôt portées par l'État. Alors en France, ce suivi de l'accidentologie est un peu partagé. Les collectivités ont l'obligation de tenir un registre des accidents, un observatoire des accidents qui implique au moins un piéton, un vélo ou un engin un utilisateur de trottinette. C'est une obligation qui est dans la loi déjà depuis presque 20 ans. Donc les collectivités généralement jouent le jeu. Elles peuvent être parfois substituées par un acteur de l'État, une direction départementale, une mission de l'État au niveau du département qui prend en charge l'observatoire et les travaux se font toujours en relation avec les collectivités. Le fait de pouvoir suivre les accidents et d'avoir cette base de données est essentiel, je vais en parler encore un peu après, pour pouvoir orienter les actions et réaliser un diagnostic qui ait du sens. Sans ce diagnostic, on se retrouve généralement aveugle et on peut rapidement se tromper d'action ou en tout cas pas adopter le bon plan d'action. Je ne sais pas s'il y a d'autres réponses qui sont apparues dans le chat. Il y avait Vincent qui a expliqué le système en Belgique, voilà, et qui est assez similaire finalement à celui de la France, même si Bruxelles Mobilité a un rôle beaucoup plus fort que l'avoir l'équivalent en France. Avec une déclinaison plutôt régionale. Voilà. Est-ce que plus largement, est-ce que vous avez des questions par rapport à cette présentation pour l'instant? Et on avait deux autres qui pensaient plutôt que c'était au niveau de la police. En fait. Alors effectivement, les forces de l'ordre ont généralement un rôle à jouer. En France, c'est le cas par exemple. C'est les forces de l'ordre qui remplissent des procès-verbaux d'accident. Ces procès-verbaux servent après, c'est la matière première qui va être utilisée pour mettre en place les observatoires. C'est une donnée importante puisque c'est les données qui vont permettre de décrire l'accident, d'avoir des informations qualitatives aussi,
des éléments importants. D'autres démarches existent, pour que vous sachiez. En France, il existe localement sur le territoire du Rhône un dispositif spécial qui va aller récupérer les données d'accidentologie en entrée des services d'urgence des hôpitaux, par exemple. Et du coup, en ayant une vision globale de tout ce qui rentre dans ces services d'urgence des hôpitaux, on a une vision beaucoup plus précise de l'impact des accidents sur l'état de santé des usagers. Typiquement, des piétons qui se blessent ne vont pas forcément être observés par les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre se déplacent généralement quand il y a un accident qui a un impact sur le trafic, sur la circulation, et qui nécessite du coup de leur intervention pour réguler. Mais beaucoup d'accidents de mode actif restent du coup complètement sont passés sous silence avec cette vision des forces de l'ordre. Ce sont les apprentissages de cette comparaison en France entre la vision en entrée des services d'urgence et la vision des services de l'ordre. Je me permets merci beaucoup jusqu'ici. Je me permets juste de poser encore peut-être une question, vu qu'on parle de qui est responsable du suivi de l'accidentologie. Est-ce que vous avez des recommandations générales pour les autorités locales qui sont justement dans une démarche de mise en place d'une autorité responsable de la mobilité, par exemple, ou de renforcement institutionnel, justement dans ce cadre d'avoir une approche mobilité et pas uniquement infrastructure routière ou transport public. Et aussi, je fais juste une petite remarque pour nos collègues de Niamey, donc je vois qu'ils ont allumé leur caméra et je vous invite donc à l'éteindre pour ne pas apparaître sur l'enregistrement. Merci. Donc l'élément clé, c'est déjà de faire le point entre les partenaires sur qui fait quoi, qui sensibiliser les uns les autres sur leur action et sur leur capacité à faire intervenir en matière d'accidentologie. C'est là un élément clé que peut jouer l'autorité organisatrice de la mobilité. Justement, ça fait un peu la transition avec la partie suivante. Je ne sais pas si je démarre maintenant, Vincent, ou s'il y a d'autres questions. La partie suivante qui va parler plutôt de planification et le lien entre sécurité, mode actif et planification, pour vous montrer un peu finalement quelles sont les manières d'agir pour la collectivité, pour une mobilité durable plus sûre. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant dans le chat, donc je vous invite à continuer. Mais aussi, j'encourage les participants à poser des questions, même a posteriori, si vous êtes en train en même temps de chercher des informations et que vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en cours de route et on aura le temps à la fin de chacune de ces sections pour répondre à des questions. Donc voilà, n'hésitez pas à participer dans le chat et à faire vos questions et commentaires. Merci. Alors donc voilà, pour répondre un peu à la question de Vincent et voir du coup quel est le lien entre sécurité des modes actifs et planification urbaine de la mobilité durable, quelques éléments. Alors je démarre avec un retour d'un projet de recherche qui a eu lieu en France, qui vient tout juste de terminer, un projet qui vient évaluer les politiques urbaines de sécurité routière. L'idée était de regarder ce qui s'est passé en termes de sécurité routière dans les collectivités françaises, dans leur plan de déplacement urbain, depuis un peu plus de 30 ans, depuis 1987, et voir du coup qu'est-ce qui semble avoir fonctionné, qu'est-ce qui semble un peu moins bien fonctionner. Une question très large, puisque dans les déterminants de la sécurité routière, on trouve de nombreuses composantes qui vont jouer, qui vont la forme organisationnelle, le partage des compétences, les politiques locales de mobilité de sécurité routière proprement dites, portées par les autorités compétentes. La question aussi d'organisation de la ville, la morphologie urbaine. On retrouve une question de sociodémographie aussi, d'évolution de la population par exemple, ou de classe d'âge aussi, qui peuvent jouer directement sur la question de la sécurité. Les pratiques de mobilité en elles-mêmes, et plus largement certains déterminants socio-économiques. Donc tous ces éléments-là ont pu être analysés dans le cadre du projet, autour de ces 70 villes qui ont été analysées. Et pour aller très, très succinctement aux conclusions, certaines conclusions des travaux, il me semble intéressant de vous souligner qu'il y a des actions qui montrent des effets positifs significatifs en matière de sécurité routière. C'est notamment tout ce qui peut avoir trait à la sécurité des piétons, des choses qui sont très efficaces, tout ce qui a trait à la connaissance des enjeux et à la question d'observatoire aussi, des éléments essentiels. On a parlé un peu justement de qui pouvait être en charge du suivi des accidents, mais c'est un élément clé pour pouvoir agir sur la sécurité que de connaître
l'accidentologie. La question du contrôle aussi, des contrôles exercés par les forces de l'ordre, un élément central. Donc il y a vraiment une coopération à avoir entre les forces de l'ordre et les acteurs de la mobilité. Et une autre famille de mesures qui a montré des effets positifs significatifs, qui sont tout ce qui a trait à ce qu'on appelle l'intensité urbaine, c'est-à-dire agir sur la modération de la vitesse, donc réduire les vitesses en ville, jouer sur la congestion, jouer sur les voies réservées au transport en commun et globalement faire en sorte que la ville fonctionne de manière la plus intense, la plus locale, en limitant les grands transits et les flux qui viendraient perturber un fonctionnement plus intensif de la ville. Donc c'est ce qui semble fonctionner bien. A contrario, à l'autre bout de l'échelle, il a pu être mis en évidence certains éléments qui semblaient montrer des effets négatifs un peu paradoxaux. C'est notamment des plans de déplacement urbain qui se concentreraient uniquement sur le traitement de certains points noirs. C'est-à-dire quand on dit des points noirs, ce sont des secteurs, des enjeux qui sont localement généralement très limités. Ça peut être une intersection, ça peut être un axe. C'est aussi le fait de se concentrer principalement autour des deux roues motorisées, en négligeant certains autres aspects, et c'est parfois des mesures qui sont concentrées aussi sur des localisations bien spécifiques, par exemple uniquement les abords des établissements scolaires. Donc le message clé qui ressort, que je voudrais vous partager, c'est que ces actions ne sont pas négatives en elles-mêmes, au contraire, mais par contre, le fait de se limiter à certains types d'actions en pensant avoir réglé les problèmes de la sécurité routière en traitant un carrefour, en traitant un axe dangereux, cette démarche-là ne va pas aboutir de manière très efficace. Il faut au contraire une approche beaucoup plus systémique, beaucoup plus large, en ayant bien sûr le traitement de ces points noirs et certaines thématiques spécifiques, mais en incluant ces actions dans des actions plus larges. Alors pour revenir encore sur le contexte français, la sécurité routière est un enjeu essentiel en termes d'objectifs assignés au plan de mobilité, et ce depuis 2000, donc depuis plus d'une vingtaine d'années. Cette sécurité est associée à un partage de la voirie équilibré entre les différents modes, en associant le suivi des accidents. Il y a quelques autres mesures obligatoires qu'on doit trouver dans les plans de mobilité en France, qui sont ce qui a trait à l'usage du réseau de voirie principale, j'en parlais juste après, en termes de hiérarchisation du réseau, des actions autour de la continuité et la sécurisation des itinéraires pour les piétons et les vélos, donc des éléments clés pour favoriser ces modes, ce sont vraiment les verrous à la pratique de la marche et du vélo, et certaines thématiques plus spécifiques autour des passages à niveau, par exemple. Alors, la sécurité routière, dans le cadre d'un plan de mobilité, c'est une thématique importante, parce que justement, c'est une thématique qui permet de fédérer plusieurs acteurs, qui vont des forces de l'ordre, des services de l'État, les gestionnaires routiers, les techniciens, mais aussi la société civile et les élus. Donc vraiment, c'est l'occasion d'utiliser cette thématique pour pouvoir jouer pleinement le rôle du plan de mobilité en tant que lieu de discussion et d'échange entre tous les partenaires. Alors je vais parler de l'importance du diagnostic, effectivement, c'est ce qui ressort des travaux qui ont pu être menés. Pour réaliser un diagnostic, ça veut dire pouvoir analyser la thématique de la sécurité à l'échelle de l'agglomération, avec des grandes études d'enjeux, mais aussi avoir la capacité de pouvoir se concentrer sur certains secteurs. Donc il y a les deux niveaux à voir en parallèle, et pas se concentrer uniquement sur un seul niveau. Et l'élément clé, le nerf de la guerre, c'est la question des données. Donc cela nécessite de pouvoir faire vivre un observatoire, ce qui veut dire d'une part définir le pilotage, qui fait quoi, avoir des moyens humains quand même derrière pour pouvoir assurer ce qui veut être assuré dans le temps, de manière régulière, pour avoir des données qui remontent chaque année. L'accidentologie et ses travaux autour de l'accidentologie nécessitent d'avoir une vision sur plusieurs années. Ça reste un phénomène qui reste quand même heureusement relativement rare. Donc on ne peut pas se baser uniquement sur des données qui seraient à l'échelle d'une semaine, d'un mois, ou même parfois d'une année. On aurait des données qui seraient trop ponctuelles. Et donc pour pouvoir avoir ces observateurs, il faut qu'il y ait des compétences techniques derrière, et le tout est naturellement associé à des ressources financières qui permettent d'avoir une pérennité de la démarche. Là, sur les grands principes, alors en termes de typologie d'action, sans rentrer trop dans le détail, il faudrait attirer votre attention sur le fait qu'on trouve généralement 3 types de mesures dans les plans de mobilité. Des actions qui visent spécifiquement à traiter la sécurité, donc des actions essentielles, parce qu'elles apportent des réponses locales, rapides, importantes, mais qui ne sont pas suffisantes. Il faut aussi associer à cela des actions qui sont plus larges, qui vont améliorer la sécurité, mais qui poursuivent généralement d'autres buts, donc des actions qui visent plusieurs cibles. C'est le cas de partage de l'espace public, du développement des modes actifs, qui ont aussi des impacts sur les émissions par exemple, ou sur la santé.
Et il y a aussi d'autres actions qui n'ont pas forcément de lien direct avec la sécurité a priori, mais qui peuvent en avoir pour autant. C'est par exemple tout ce qui va avoir trait à la logistique urbaine, hein, le transport de marchandises. Ça peut être un facteur d'insécurité important. Le développement des transports en commun aussi, qui peut permettre d'améliorer lorsqu'on requalifie certains axes la sécurité, en les rendant plus attractifs et plus sûrs. La question du stationnement aussi, qui peut jouer un rôle important en termes d'emprise, de partage de l'espace, de masque à la visibilité aussi, par exemple. Donc ces actions, auxquelles on ne pense pas forcément, peuvent avoir des impacts potentiels positifs ou négatifs sur la sécurité, donc il est important d'être un peu vigilant sur cette thème. Et dernier élément, en termes de planification de la mobilité, un élément central qui est un peu un pilier de la planification de la mobilité durable, la question de la hiérarchisation du réseau de voirie, c'est-à-dire organiser les réseaux de voirie de manière transparente et partagée par tous en termes de réseau le plus structurant sur lequel on va pouvoir imaginer avoir une vitesse de déplacement plus importante, une vitesse limite plus importante, jusqu'au réseau le plus fin qui va desservir les quartiers le plus localement, et du coup on aura des vitesses les plus basses. Et du coup, associé à cette hiérarchisation du réseau, on peut déployer un ensemble de mesures qui vont des vitesses maximales autorisées aux modalités de partage de l'espace entre les piétons, la création de trottoirs, l'élargissement de trottoirs, éventuellement pour les vélos aussi, avec la possibilité de créer des pistes cyclables ou des bandes cyclables. La question du stationnement aussi qui peut être associée à ces différents niveaux. Donc vraiment autour de cette hiérarchisation du réseau de voirie, on va pouvoir déployer un ensemble de mesures. Cédric Boussus vous parlera tout à l'heure un peu de ces éléments de hiérarchisation du réseau et comment ça peut se décliner pour le piéton et le cycliste. Je vais terminer pour mes éléments autour de la planification. Alors, on a désormais du coup l'intervention enregistrée. Peut-être Vincent, je vous passe la main pour pouvoir la diffuser. Justement, Vincent a posé une petite question dans le chat auquel je vais répondre. Voilà, les gens ont saisi. Voilà, merci. Oui, je vais avoir besoin de 10-15 secondes pour mettre en place l'enregistrement vidéo. Donc, j'ai posé une petite question dans le chat en attendant pour inviter les participants à donner leur perception de à quel point la sécurité routière, enfin, la sécurité des déplacements est finalement un facteur déterminant dans l'adoption ou pas des modes actifs. Ici, j'ai pas précisé si je voulais parler de la marche à pied ou du vélo, mais évidemment, ce sont deux sujets différents. Mais n'empêche, ça peut quand même être intéressant d'avoir votre opinion sur ce sujet via un petit vote. Pendant ce temps-là, je mets la vidéo. Bonjour, je suis Madame Olinga Priska, coordonnateur du projet de mobilité urbaine de Douala à la communauté urbaine de Douala. La ville de Douala a mis en œuvre a retenu son plan de mobilité urbaine soutenable en 2019 suite aux enjeux de mobilité qu'elle vivait, notamment liés à la congestion du trafic, l'étalement urbain, la prolifération du transport artisanal et autres. Pour parler principalement des modes actifs, il faut dire que lors de l'élaboration du diagnostic du plan de mobilité urbaine soutenable, il a été retenu que la marche à pied est le principal mode de transport dans la ville. En effet, elle représente actuellement près de 33% des déplacements à Douala. De plus, la distance moyenne de déplacement tout motif confondu est de près de 2 km à vol d'oiseau avec 44% des déplacements reliant deux points situés à moins d'1 kilomètre de l'un de l'autre. Enfin, les populations les plus pauvres réalisent une part importante de leurs déplacements à pied. Les déplacements piétons sont majoritairement des déplacements intrazonaux.
Enfin, l'utilisation du vélo est aussi actuellement très marginale à Douala, près de 0,1% des déplacements. Les principales raisons évoquées pour expliquer ce fait dans l'enquête ménage réalisée pendant l'élaboration du PMUS sont les risques de sécurité routière, la fatigue et le climat. Pour faire face à ces différents enjeux de mobilité douce, de mode actif, le PMUS a envisagé d'élaborer un plan marche et vélo qui préconisait plusieurs solutions, entre autres l'aménagement des trottoirs et passages piétons. Il faut dire que Vincent, nous avons perdu le son. On a bien l'image, mais on n'a plus le son de la vidéo. Je pense qu'on s'est passé de l'enregistrement 1 au 2. Ok, désolé, je me rends compte que le son a été coupé. Est-ce que vous m'entendez ici? Oui, on t'entend. Et les deux premières minutes, et c'était très bien. C'est juste. Ok, bon, je vais essayer de reprendre à 2 minutes. J'espère que ça va marcher. Si ça ne marche pas, je vous invite à reprendre la parole puisque je ne vois pas les messages pendant que je joue la vidéo. Donc voilà, je vais la relancer et on espère que ça va marcher. pour faire face à ces différents enjeux de mobilité douce, de mode actif, le PMUS a envisagé d'élaborer un plan marche et vélo qui préconisait plusieurs solutions, entre autres l'aménagement des trottoirs et passages piétons. Il faut dire que l'infrastructure actuellement n'est pas la plus adaptée. Elle est occupée anarchiquement, soit par des commerces informels, soit par un transport par moto-taxi et autres. Donc, il a donc été suggéré d'aménager les trottoirs de telle sorte que la place soit donnée aux piétons et moins utilisée par les commerçants et autres. Une autre solution est le recouvrement des caniveaux qui sont actuellement à ciel ouvert. Ensuite, l'interdiction aux mototaxis de rouler sur le trottoir. Et enfin, il est judicieux de mener des contrôles accrus sur l'utilisation de l'espace public. Arrivé à terme de l'élaboration du document de planification qu'est le plan de mobilité urbaine soutenable de la ville, des initiatives opérationnelles ont été mises en place en vue de mettre en œuvre les recommandations du dit document de planification. Je commencerai par présenter deux principaux programmes portés par le maire de la ville. Il s'agit principalement d'un programme d'assainissement et de professionnalisation des acteurs du transport par mototaxi. Étant donné que dans le diagnostic, il a été identifié que ces acteurs utilisent le trottoir et l'espace public pour circuler, il est question de sensibiliser ces différents acteurs à l'occupation de l'espace public, l'occupation de la chaussée ou du trottoir et de les former au cours de la route et autres. Le deuxième programme est le programme Restituer le trottoir aux piétons. Tel que son terme l'indique, il est question de donner sa place aux piétons. Alors, ce programme a pour principal objectif de sensibiliser les commerçants, les acteurs qui
qui utilisent l'espace public sans autorisation et mettent en mal la mobilité enfin, la marche. Alors, ce programme a déjà été mis en place. La phase pilote a débuté l'année dernière, en 2021. Elle a consisté à déguerpir certains commerçants le long d'un itinéraire, à sensibiliser les commerçants qui sont dans des galeries pour éviter encore que celles-là occupent le trottoir, et puis à trouver une zone pour le recasement. Il faut dire que c'est un programme qui a un enjeu, quel enjeu foncier, parce qu'il faudrait par la suite pouvoir aménager un marché qui réponde aux besoins de la population sans avoir à créer un problème du même style dans cette zone. Une autre initiative est le projet de mobilité urbaine de Douala que nous coordonnons. Il s'agit d'un projet qui a pour principal objectif d'améliorer la mobilité en intégrant un bus rapide transit, en promouvant le développement économique et inclusif le long du corridor de BRT et de ses voies de rabattement. Ce projet est constitué de 3 composantes principales. La première est le renforcement institutionnel et la professionnalisation du transport, des acteurs du transport artisanal. La deuxième composante, c'est l'infrastructure BRT, la flotte. Et la troisième, c'est donc le développement axé sur le transport en commun autour du système de BRT. Il faut dire que ce projet est assez global et prend donc en compte tous les modes de transport. Concernant les modes actifs, ce projet finance essentiellement la réhabilitation des infrastructures routières le long du corridor, le long des axes de desserte sélectionnés, y compris éclairage public, assainissement, réseau d'eau potable, drainage et la gestion du trafic. Il permettra d'identifier des voies piétonnes. Il permettra d'identifier des voies piétonnes clés pour compléter un réseau de trottoirs sur certaines routes de desserte, d'améliorer et de créer des espaces réservés aux piétons et aux vélos comme mode de transport, en accordant une attention particulière à la sécurité et à la qualité de vie, à l'accessibilité et à l'agrément le long de certaines routes de desserte. Et enfin, ce projet permettra d'améliorer et de fournir du mobilier urbain pour les transports publics. Il faut dire dans tout ça que, en général, tout ce qui concerne la sécurité routière en termes d'infrastructure est prise en compte dans l'éclairage public, l'assainissement, le contrôle des forces de maintien de l'ordre et autres. Voilà en quelques mots ce que je peux partager sur le plan de mobilité urbaine soutenable, les modes actifs et les initiatives opérationnelles y relatives. Merci. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que le son était correct et que vous avez pu bien entendre l'intervention de Madame Priska Olinga, qui est notre point focal à Douala. Si jamais, en bref, elle parlait vraiment de l'enjeu de l'occupation anarchique des trottoirs, qui est une problématique qu'on va retrouver dans évidemment beaucoup de villes du Sud et notamment à Dakar, on le verra plus tard. Et finalement, les liens avec d'autres aspects qui ne sont pas spécialement des modes actifs, mais notamment la question du transport artisanal, voilà, qui a un impact sur l'occupation des trottoirs, sur les commerçants ambulants qui occupent les trottoirs et finalement mettre les piétons dans une situation impossible. Donc merci beaucoup pour votre écoute. Je vais redonner la parole à nos experts du CEREMA pour la suite, mais je vais quand même demander à monsieur Maman Ousmane, qui a activé sa vidéo, s'il vous plaît, de désactiver votre caméra. Je vous invite à le faire. On voudrait réserver l'image aux intervenants et à la présentation. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne suite d'écoute. Et alors, Cédric, je pense que vous êtes
Votre micro est désactivé. Oui, j'avais désactivé le micro, du coup, il faut que je repartage, je pense. Hop. Voilà. Est-ce que vous voyez la présentation? Oui, très bien, voilà. Tout va bien. Voilà, parfait. Bah, merci pour me donner la parole. Effectivement, là, je vais parler, je vais zoomer un peu par rapport à la présentation de Thomas sur la planification pour les modes actifs. Et on va zoomer sur des aménagements et des recommandations en fait, qu'on donne au CEREMA sur comment aménager en faveur des modes actifs et en faveur de leur sécurité surtout. Et en fait, il y a, j'ai montré pas mal de photos, mais il y a 2 grandes règles quelque part. C'est, à la fois donner de la place aux piétons et aux cyclistes et trouver de la place pour qu'ils puissent, marcher, circuler, s'arrêter aussi. Et le deuxième élément très important, c'est surtout la question des traversées, les traversées piétonnes, des traversées des cyclistes, en sécuriser ces traversées. Du hem, du coup, sur donner la place, en fait, faut quand même se rendre compte qu'un piéton, n'est pas très large, c'est 75 centimètres, mais que, dès qu'on commence à avoir 2 piétons, 3 piétons, des groupes, forcément, il faut des espaces dédiés, plus larges qu'on imagine. En France, le minimum réglementaire pour faire un cheminement piéton, c'est de 1,40 m, mais c'est un cheminement dégagé de tout obstacle. C'est-à-dire dès qu'on veut mettre du mobilier urbain comme un lampadaire, une poubelle, des potelets, bah, il faut prévoir 50 centimètres de plus. Dès qu'on veut prévoir, des étals de commerce, et des gens qui puissent être, arrêtés devant ces étals, il faut prévoir aussi des espaces supplémentaires. Et donc on en arrive rapidement à des largeurs de trottoir qui devraient être, très généreuses pour les piétons. Et là, je vous montre une photo en fait d'un trottoir très large dans une ville de 5 000 habitants. Le trottoir en lui-même fait, 4,50 m de large, donc 1 mètre pour les débords des commerces et ensuite, 2 mètres de cheminement et 1 mètre à nouveau ou 1,50 m où il y a des bancs et des plantations et en fait, ça permet de donner à la fois la place aux commerçants et en même temps aux piétons. Et voilà, ça répond à un besoin exprimé là sur Dakar, sur le côté, restituer le trottoir aux piétons. En fait, il y a pas mal de villes qui ont fait le choix d'avoir à la fois des espaces pour les commerces et pour le cheminement, dissocier en fait les 2. Pour les cyclistes, c'est un peu pareil. Si on veut donner la place à un cycliste, il faut forcément des pistes cyclables, et des, bandes cyclables qui soient relativement larges. Sinon on ne pourra pas avoir un flux cycliste important. Donc on a pas mal de principes qui sont mis dans ce guide-là et à chaque fois vous aurez les liens dans les diaporamas. Donc dans ce guide sur rendre savoir cyclable, il y a tous les éléments pour, créer des aménagements cyclables confortables. Le Et là, je vous montre un exemple, en fait, parce que donner de la place aux cyclistes, aux piétons, ben, voilà, 4,50 m aux piétons, 2 mètres aux cyclistes, forcément, ça veut dire qu'il y a des choix à faire sur la répartition de la voirie et c'est intéressant de voir vos retours sur les, parts modales parce qu'on a souvent tendance à dimensionner la voirie, la chaussée, le trottoir en fonction du nombre de véhicules qui y passent et des largeurs des véhicules. Et donc c'est le cas exact sur le graphique du haut, où en fait c'était dimensionné pour 3,50 m de large pour une voiture, mais si elle tourne à gauche, ben, on rajoute 3 mètres. Et donc on se retrouvait avec 1,50 m de chaque côté, ce qui est réglementaire en soi, mais ce qui est pas confortable et ce qui est pas surtout, ce qui nuit complètement à l'attractivité de cette petite ville dont je vous ai parlé et en fait, avec le même flux de circulation, rien qu'en repérant qu'il y a beaucoup plus de piétons, en fait, que de véhicules motorisés, ça donne des arguments pour dire, et ben, en fait, on donne la même place aux piétons et aux véhicules motorisés et là, on en est, pas très loin, du coup, sur cet exemple-là, avec 4,50 m d'un côté, 2,50 m de l'autre et en fait, tout ça en même temps qu'une baisse du trafic, non pas du trafic, mais une baisse des vitesses. En fait, en pinçant la chaussée, en la rendant vraiment très, très fine, on n'a plus aucun effet de véhicules qui sont arrêtés en plein milieu et on n'a plus aucun effet non plus on a moins de difficultés pour les cyclistes aussi. Parce que du coup, ils se retrouvent facilement dans le flux, de ces véhicules-là
qui sont limités à 30 km/h et avec un espace en fait qui ressemble quasiment à une aire piétonne. Là, ce sont d'autres exemples sur dire, pareil, donner de la place, c'est à la fois créer des aménagements cyclables très confortables et des magistrales piétonnes très confortables. On a plusieurs villes, enfin, les plus connues sont Bruxelles et Strasbourg qui développent ce concept de magistrale piétonne, mais le réseau cyclable à haut niveau de service est aussi développé dans pas mal de villes en France, avec l'idée de dire créer des vraies pistes cyclables déconnectées complètement de la voirie qui ne soient pas du tout moins confrontées à la circulation motorisée. Et l'exemple que je vous donne à droite, en fait, c'est à Lyon, où en fait c'est l'équivalent de la magistrale piétonne, mais c'est une aire piétonne qui en fait est continue tout son long, comme ça, même s'il y a des véhicules qui la traversent, elles ont l'impression d'être, elles arrivent sur l'aire piétonne et c'est pas l'inverse, c'est pas l'aire piétonne qui est arrêtée aux intersections. En fait, c'est plutôt la voirie à 50 km/h qui s'arrête à l'aire piétonne. Et donc, ça a un effet vraiment de donner une priorité très forte aux piétons. Et donc, forcément, on ne peut pas faire ça sur toutes les rues. Donc, en France, on s'appuie sur une boîte à outils en fait, réglementaire de différents statuts de voirie qui permettent d'avoir des réponses différentes selon les différents types de rues. Donc, voilà, soit sur la zone 30, la zone de rencontre ou l'aire piétonne. C'est-à-dire qu'en fonction du besoin, du nombre de piétons, du nombre de cyclistes, et on peut aménager de manière très, très différente, et avec l'idée toujours de dire on, on donne la place à l'usager dont on veut donner la priorité. Et donc, on a en fait comme exemple, on a pas mal d'exemples dans le livre qui s'appelle Aménager des rues apaisées, de comment aménager ces types de zones et comment ça fonctionne en termes de statut. Je vais pas je vous fais un panorama assez rapide, mais le principe est surtout de se dire que on peut arriver, au lieu de, en fait, au lieu de dire on va séparer les flux, on a aussi la possibilité de créer des espaces partagés, donc la zone de rencontre notamment, mais aussi finalement la zone 30 où le piéton peut traverser à n'importe quel endroit. L'idée de dire, au lieu de canaliser les piétons sur les trottoirs, dans des rues où il y a très faible trafic et très faible vitesse, on peut arriver avec une cohabitation entre les piétons, les cyclistes et les voitures qui fonctionne très très bien. Et, voilà, la petite subtilité aussi sur l'aire piétonne, c'est qu'on peut aussi avoir des aires piétonnes temporaires, c'est-à-dire uniquement les jours de marché ou uniquement le week-end ou uniquement aux entrées et sorties des écoles. On a une malléabilité de la ville qui peut être bénéfique pour le piéton et les cyclistes. Et pour le côté cycliste, on a aussi le même principe de dire il y a 2 options, soit de séparer les cyclistes du flux motorisé, c'est ce que je vous disais pour le haut niveau de service, soit de l'intégrer avec le flux motorisé, quand le flux est relativement faible. Et ce tableau explique en fait quels sont les ordres de grandeur qu'il faut avoir en tête pour savoir si on fait plutôt une bande cyclable, c'est-à-dire que les cyclistes sont avec les voitures, ou alors même ce qu'on appelle trafic mixte. C'est comme je vous montrais à l'exemple de la ville de 5000 habitants où les cyclistes sont au même niveau que les voitures. Ou alors est-ce qu'on fait plutôt une piste cyclable, comme la photo en bas à droite, et dans ce cas-là, voilà, ça prend plus de place, mais ça répond à la fois un enjeu de réseau cyclable à haut niveau de service et en même temps à une nécessité lorsque les vitesses pratiquées sont vraiment trop importantes. Et donc dès qu'on a 50 km/h, on peut difficilement dire qu'on remet les cyclistes sur la chaussée parce que forcément ça va tuer toute envie de prendre le vélo. Voilà, je ne détaille pas le tableau, mais voilà, il permet de montrer ces deux façons d'aménager pour donner envie. Et sur le côté sécuriser le traversé, je vais beaucoup focaliser sur les piétons. En France, mais je pense que c'est aussi le cas dans la plupart des pays du monde, là, lorsque les piétons sont tués dans des accidents de la circulation, en fait, ils le sont quasi exclusivement sur des traversées piétonnes. Donc, que ce soit
sur un passage piéton ou juste à côté. Alors, j'ai un retour, du coup, je pense qu'il y a un micro qui est allumé. Voilà, merci. Et en fait, on a donc 28% des piétons qui sont tués sur un passage piéton. Donc pas forcément un passage protégé, donc c'est quand même alertant. Et donc, il y a un travail sur comment sécuriser ces passages pour les piétons, assez important. Donc, l'idée, c'est de s'appuyer sur des passages piétons toujours les mêmes, donc réglementaires, qui respectent une instruction interministérielle sur la signalisation routière et qui soient accessibles. C'est-à-dire qu'on retrouve les passages piétons à niveau par rapport au trottoir, avec des veilles de vigilance, avec aussi des traversées très courtes. Plus c'est court, en fait, moins le piéton est en danger par rapport à la circulation. Et quand on a une traversée large, on invite à faire en fait des îlots refuges au milieu de la traversée pour que le piéton puisse traverser en 2 fois, notamment les piétons âgés. Et on a un autre outil réglementaire plus récent, en fait, qui est de supprimer le stationnement en amont de chaque passage piéton. C'est-à-dire, pour des questions de visibilité, pour que les véhicules voient bien les piétons qui amorcent leur traversée et que le piéton voit bien s'il y a un véhicule qui arrive, en fait, voilà, de supprimer cet espace-là. Ce qui, au passage, permet de faire beaucoup de stationnement pour les vélos. La seule chose autorisée sur cet espace neutralisé, 5 mètres, en fait, c'est de faire des plantations ou bien de faire du stationnement pour les vélos ou les trottinettes. Et un autre aspect un peu plus, si on dézoome un petit peu, c'est le côté résorber les coupures urbaines. Si on veut avoir des itinéraires continus pour les piétons et les cyclistes, il y a un vrai enjeu de faire que les piétons puissent traverser soit des axes structurants comme des morceaux d'autoroute ou des voies ferrées, mais aussi des lotissements qui pourraient être fermés les uns sur les autres. Et en fait, on se retrouve en France avec un phénomène de clôture résidentielle et donc du coup des perméabilités piétonnes et cyclistes qui sont un peu perdues. Et donc on essaye d'encourager les collectivités à trouver des solutions, alors soit par des ouvrages d'art un peu complexes, soit par des choses relativement simples comme de l'achat d'un petit bout de terrain ou bien de la négociation en fait avec certains copropriétaires. Et je termine juste par 4 diapos sur le côté aménagement tactique qu'on a vu se développer pas mal avec la crise sanitaire, mais qui en fait préexistait, avec l'idée de dire on n'a souvent pas beaucoup d'argent pour traiter des réseaux de voirie très longs et très complexes, et on incite vraiment les gens à faire des aménagements temporaires pour ensuite voir comment on pourrait le pérenniser ou comment il faudrait revenir en arrière. Et donc, à la fois sur les aménagements cyclables, donc, que vous avez déjà vu, je suppose, mais aussi sur des aménagements piétons, comment prendre de la place temporairement, en période du printemps notamment, pour tester des nouveaux usages. Donc là, c'est surtout un exemple qui marche assez bien en Italie. Et le programme s'appelle Piazze Aperte, qui s'appelle Place ouverte. Qui est de dire juste avec un mobilier très simple, c'est des pots de fleurs, enfin des bacs avec un arbre et un petit peu de mobilier urbain et de la peinture, et ben de prendre la place de l'automobile, juste le temps d'une saison, de voir ce qui se passe et de voir si on pérennise ou pas. Et ça donne un événement festif en même temps. Ça se fait beaucoup aux abords des écoles en ce moment en France. Il y a beaucoup de métropoles françaises et de petites villes qui ont un programme de piétoniser devant les rues scolaires. Et donc, soit c'est une piétonisation temporaire, comme vous voyez la petite barrière qui s'ouvre et se ferme juste au moment d'entrée et sortie. Soit c'est une démarche plus longue, là, au milieu, comme l'idée de faire intervenir les enfants pour peindre sur le sol, puis après, petit à petit piétoniser. Soit c'est de travailler sur les itinéraires des enfants et de rendre les choses un peu plus ludiques, des petits dessins, des petits marquages, des jeux. Et un autre levier important, c'est le côté mobiliser les enjeux touristiques. Les services de tourisme sont souvent intéressés parce qu'il y a beaucoup de piétons qui se déplacent en groupe. Et donc, il y a un intérêt à la fois à jalonner des itinéraires et à donner envie en fait, à ces groupes touristiques de parcourir la ville à pied. C'est une très bonne façon de découvrir. Et
l'exemple là à Barcelone est assez intéressant parce que pendant la crise sanitaire, il s'est aperçu que les trottoirs étaient très empruntés par les commerçants, donc avec des étals de commerce. Et il y a eu l'idée de dire le cheminement piéton, de décaler le cheminement piéton en fait sur la chaussée plutôt que sur le trottoir. Ça, c'est deux autres exemples que j'aime bien sur le côté donner envie. Et je terminerai par ça en fait. L'important en fait, c'est de donner envie de marcher et surtout de pouvoir s'approprier les espaces. Et c'est par là souvent que ensuite les riverains sont intéressés de reprendre la place à la voiture. Et on a ces exemples-là qui fleurissent beaucoup. On en a beaucoup d'exemples en Espagne. Donc là, par exemple, c'est sur les marquages piétons au niveau de passage piéton, en fait, par un artiste. Mais on a aussi un intérêt à faire du jalonnement, c'est-à-dire de marquer des temps de parcours piéton. Et un autre exemple en Turquie qui est pile poil dans le principe d'urbanisme tactique, en fait, c'est de dire en prenant de la place temporairement et en donnant envie aux gens de rester sur la place, d'avoir de l'espace pour discuter, pour rencontrer des gens, pour manger, en fait, ils adhèrent beaucoup plus au projet ensuite. Et du coup, on peut aller faire un projet plus complexe. Et voilà, je terminerai juste par le côté, l'intérêt de développer des parcours à la fois en toute saison et à tout moment. Comme vous expliquez, peut-être qu'une ville, elle ne fonctionne pas pareil en fonction des saisons. Et un intérêt à pouvoir faire bouger l'espace public en fonction du temps de la semaine ou du temps même peut-être des horaires dans la journée. Voilà, je vais peut-être passer la main, du coup, repasser la main à Vincent. Oui, merci beaucoup Cédric pour cette présentation. Avant de donner la parole à Monsieur Baye Cherso qui va nous parler de la situation à Dakar, je vais juste mentionner, il y a eu deux petites réactions à une question que j'avais posée aux participants dans le chat sur le fait est-ce qu'il existe dans vos villes des standards liés à la réalisation des espaces piétons et ces standards permettent-ils voilà, de prendre en compte la question de la sécurité des piétons. Et alors, on a ici deux exemples relativement opposés. Donc, le fait qu'en Tunisie, il y a des cahiers des charges qui prennent en considération la sécurité routière en général, mais et qui sont suivis dans la mise en œuvre. Mais il y a quand même des dépassements liés aux usagers, notamment commerçants, cafés, restaurants, stationnement, des choses dont on va encore parler dans la dernière présentation. Et alors, un autre exemple très différent qui dit qu'il n'y a pas de standard homologué à Yaoundé, donc au Cameroun, mais que la mise en œuvre est juste spécifiée lors des études. Voilà, et alors, donc, suite à cette petite réaction, j'ai une question pour Cédric. Est-ce que vous savez si dans un des exemples que vous avez mentionnés de conversion de l'espace public, est-ce qu'il y a des chiffres sur l'amélioration de la sécurité des usagers des piétons, des cyclistes, ou alors sur le sentiment de sécurité de ces usagers? Est-ce que c'est facile d'avoir des chiffres et est-ce qu'il y a des exemples où ces chiffres sont disponibles? Votre Alors, micro est coupé, à pardon. chaque fois, un réaménagement de la voirie est souvent spectaculaire, en fait, parce que quand on voit souvent des photos avant-après, et quand on redonne de la place aux piétons, forcément, il y a le sentiment de sécurité qui est bien développé. Et même la sécurité, souvent, est liée à la vitesse. Thomas le montrait tout à l'heure, est liée aussi à la masse des véhicules. Et donc, quand on réaménage un espace public, souvent, on fait baisser les vitesses en même temps. Et c'est souvent ça qui fait qu'on a beaucoup moins d'accidents mortels ou d'accidents dramatiques pour les piétons. Et donc, on part souvent de ces exemples-là. Et par contre, il ne faut pas... voilà, très clairement, la plupart des aménagements favorisent la sécurité et le sentiment de sécurité. Et on a par contre un autre exemple à Marseille, enfin, on l'a vu récemment la semaine dernière, qui nous a dit que des fois on a tendance à faire des projets trop complexes et il faut faire attention à ce qu'en fait ils soient bien compris par tout le monde. Et il y avait un exemple à Marseille où en fait
le piéton devait à la fois traverser une voie circulée, puis ensuite une voie de bus, et donc il devait regarder à droite, à gauche, puis à nouveau à droite, à gauche, et il y avait des piétons qui oubliaient de le faire, et il y a eu une augmentation des accidents à cet endroit-là. D'où une idée quand même de clarifier les espaces, c'est-à-dire de le rendre le plus simple possible. Ça aide aussi. Merci beaucoup. Je vais inviter Monsieur Baye Chersao de l'association Sam à vélo de Dakar à prendre la parole. Et je vais peut-être demander à Thomas si vous pouvez repartager la présentation. À partir de la slide 75. Voilà. Je ne vois pas encore de présentation. Si vous voulez, je partage de mon côté. Non, c'est bon. Parfait. Voilà. Et alors, Monsieur So, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Test micro. Voilà, on vous entend. Sur la slide, il y a quand même des petits carrés gris là. Je ne sais pas si c'est quelque chose sur votre ordinateur, Thomas, mais voilà, c'est parfait. Ok, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. Je suis Baye Cherso de l'association Sama Vélo. Ici à Dakar, on a des activités de promotion, de plaidoyer autour de la mobilité à vélo, on va dire. Donc, je suis très content, très heureux de participer à ce webinaire et d'échanger, de participer à partager avec vous ce qu'on vit à Dakar en termes de mobilité et surtout à vélo. Sur la première diapo, on avait une image assez impressionnante d'embouteillage aux heures de pointe. Et c'est un peu le quotidien des Dakarois. Si vous zoomez un peu sur l'image, vous allez voir un pauvre petit cycliste avec son gilet jaune entre deux taxis. Donc, les taxis, c'est en jaune-noir. Et que ce soit les cyclistes ou les piétons, c'est un peu toujours la même chose. On est souvent pas en sécurité, on ne se sent pas souvent en sécurité. Donc, ça, c'est un peu, en tout cas, cette image est un peu le contexte général qui nous a fait un peu réfléchir à penser à une solution à développer ici à Dakar, qui est plus la mobilité à vélo et essayer de proposer ça aux Sénégalais et aux autorités dakaroises. Donc, on peut passer peut-être à la diapo suivante. Donc, ça aussi, c'est une image assez cocasse. On voit un piéton qui marche sur la route, sur la chaussée réservée aux véhicules, puisqu'il y a une voiture sur le trottoir. Et c'est vraiment assez répandu sur Dakar de voir des piétons sur la route. Quand on est en voiture, on évite souvent les piétons, on partage ça entre piétons, cyclistes, motos, etc. Donc, c'est vraiment beaucoup de difficultés. Et si on parle en plus de cela de sécurité routière, ça pose un énorme souci, c'est-à-dire tous ces intervenants partager la chaussée, ça rend la tâche difficile pour gérer tout cela. Je ne sais pas, il n'y a pas d'étude qui a été faite dans ce sens, mais je pense toutes ces, en tout cas, les accidents qu'on a sur la route qui sont où on voit qu'il y a des piétons, c'est surtout par manque d'espace réservé à cette catégorie de déplacement, quoi. Donc à Dakar, c'est un peu une situation qu'on retrouve assez souvent, c'est-à-dire de voir on ne parle pas de cyclistes peut-être là, mais de piétons qui marchent et qui partagent la chaussée avec les voitures. Donc ça aussi, ça reste un contexte qui est important pour nous, puisque quand on parle de piétons et de cyclistes, c'est un peu lié. Si on fait des pistes cyclables, ça va être un avantage pour les piétons aussi. Donc, rendre la ville apaisée, ça va bénéficier tant aux cyclistes qu'aux piétons. Et voilà, c'est un peu l'objectif de notre combat aussi.
de souligner aux autorités que quand ils vont faire ce type d'aménagement, c'est pas juste pour une catégorie de déplacement. Donc là, c'est malheureux, mais on voit voilà, assez d'espace sur Dakar. Il y a beaucoup d'espace même. Les Dakarois, souvent, ils disent que Dakar est trop étriqué, il n'y a pas assez d'espace, l'urbanisation est galopante, qu'il y a trop de monde. Mais à mon avis, et sur cet aspect on communique souvent, c'est que l'espace public n'est pas assez bien réparti et utilisé. Donc là, c'est une axe de Dakar, mais malheureusement, ça a été utilisé dans un autre sens. On a mis des autoponts. C'est vraiment dommage. Donc, on est en train toujours, en tout cas, à part quelques projets qui sont quand même bien étudiés, comme le BRT, ici à Dakar, un réseau de bus rapide. En tout cas, l'aménagement des infrastructures est très centré voiture au jour d'aujourd'hui. Donc, nous, on porte ce combat, ce message, et depuis quelques années, on a fait, donc, par rapport à la diapo suivante, s'il vous plaît, on a fait une étude sur en tout cas, la perception que les Dakarois ont sur le vélo. Et si on rebondit sur l'aspect sécuritaire, pas mal de gens qui ont été interrogés dans cette étude disaient que voilà, le vélo est fun, ça pourrait être un moyen de déplacement, mais sans piste cyclable, c'est impensable pour eux. Donc, on pense que cette notion de sécurité est très importante pour pouvoir permettre aux gens de passer le cap, de pouvoir se mouvoir à vélo. Et on espère bien qu'avec le projet, voilà, le nouveau projet de Dakar, le BRT, que, en tout cas sur le corridor, sur les plans, il y a des pistes cyclables qui sont prévues sur le corridor du BRT. Et on espère que ça va booster un peu les Dakarois à oser prendre leur vélo. Donc, sur la diapo suivante, on voit aussi tout ce qui est partage en tout cas, possession de vélo selon la catégorie socio-professionnelle. On voit que c'est plus les jeunes et les étudiants qui font du vélo. Et aussi par rapport au sexe, au genre, on voit que c'est 90% des hommes qui font du vélo et 8% des interrogés. En tout cas, on avait touché 1500 personnes dans cette étude, dans les rues de Dakar, et ça représente quand même assez fidèlement la population. On voit rarement des femmes à vélo quand même. Donc voilà. On peut passer peut-être à la diapo suivante qui représente aussi une campagne de sensibilisation qu'on a eu à faire. On est parti à la rencontre de cyclistes dans la rue, des étudiants, des commerçants, des transporteurs, voilà, des seniors. On la photo en noir et blanc, c'est un senior qui vit toujours, qui a 60 et quelques ans et qui fait toujours du vélo. Donc, on a des étudiants sur cette photo et un commerçant qui fait le transport de ces bananes à vélo. Donc, ça montre que le vélo est une opportunité ici à Dakar, économique, sociale et tout ce qu'on veut. Voilà. Et voilà, si on reste sur l'aspect économique, voilà, c'est une boutique qui s'appelle la Maison du Vélo, donc qui est très connue à Dakar, qui fait de la vente de vélos et de la location, de la réparation. Merci, merci Monsieur Mbaye Cherso, de cette petite présentation sur la situation à Dakar. Je pense que effectivement Dakar est vraiment un exemple typique d'une ville qui pourrait vraiment être une ville cyclable, car le climat est la plupart de l'année tout à fait acceptable pour le vélo. Ce n'est pas forcément le cas de Douala, dont on a parlé juste avant, mais effectivement l'absence d'aménagement et les conditions de cyclabilité rendent la pratique de ce mode de transport extrêmement sportive, dangereuse et impossible pour la plupart des usagers concernés. Je ne sais pas si au niveau du public, il y a des personnes qui ont des questions liées à la ville de Dakar. Si oui, n'hésitez pas à vite les mettre dans le chat parce qu'on arrive déjà au dernier
la dernière minute de notre webinaire. Et n'hésitez pas à réagir, à donner également des exemples de chez vous. Et avant de clôturer, je vais peut-être laisser de nouveau la place à nos collègues du CEREMA qui vont peut-être vous donner quelques pistes et lectures pour aller plus loin, pour rentrer dans la pratique et comment agir à votre niveau dans vos villes pour améliorer la sécurité des usagers type piétons et vélos. Merci. Alors, j'ai juste une petite question du coup à poser par rapport à l'intervention qu'on vient de voir justement pour voir quel est le lien entre l'association et la collectivité finalement. Comment vous pouvez réussir à mener ces études, comment les choses s'organisent avec l'autorité organisatrice de la mobilité. Est-ce qu'il y a un partenariat particulier? Est-ce que comment les choses s'organisent? Je pense que c'est une question pour moi. Oui, Donc tout à ici, fait, oui. bon, on travaille, oui, avec le CETUD, qui est comité, comment ça s'appelle? CETUD, conseil exécutif, oui, du transport interurbain de Dakar, donc qui est un des membres du ministère des Transports. Donc on travaille pas assez souvent ensemble sur des campagnes, voilà, sur le BRT par exemple. Mais à notre avis, on ne sait pas encore assez parce que puisqu'on n'est pas souvent très associés, mais on pense que ça va venir puisque c'est un peu forcé, c'est un peu le cours normal des choses, bien sûr, mais pas assez à notre goût, mais petit à petit. Parce que quand même, c'est des notions qui sont assez nouvelles ici, tout ce qui est mobilité urbaine de manière générale et surtout à vélo. Donc, c'est pas très répandu, donc il faut y aller petit à petit. On les comprend, c'est pas assez simple, eux, en tant qu'organisme voilà, du ministère des Transports, de défendre certains dossiers, installer des pistes cyclables et autres, même s'il y a des avantages derrière. Mais d'autres projets comme le TER de Dakar ou le BRT vont prendre le dessus, peut-être petit à petit inclure des pistes cyclables. Voilà, ça va se faire par compte-gouttes, mais voilà. En tout cas, comment ça s'appelle, la coopération entre eux se fait petit à petit de manière douce, quoi. Merci pour la réponse, effectivement. Donc on voit bien qu'il y a une action un peu militante de la part de l'association, mais aussi en relation très constructive avec la collectivité sur certains projets. Donc c'est ça qui est particulièrement intéressant, effectivement, pour améliorer la sécurité et finalement essayer de faire un peu bouger les lignes à la fois du côté de la société civile, mais aussi du côté des acteurs publics. Alors, en conclusion, je ne veux pas trop m'étendre, les enjeux des modes actifs sont cruciaux pour la mobilité durable. Comme on l'a vu un peu dans la présentation et dans les retours qui ont pu être faits, les études de cas, on sent bien que la question de la sécurité est cruciale pour pouvoir accompagner ce développement des modes actifs et les soutenir. Ce développement de la sécurité des modes actifs passe par plusieurs leviers, qui sont pour certains dans les mains des collectivités, et pour les autorités organisatrices de la mobilité. Pour d'autres, c'est parfois chez d'autres acteurs, comme les forces de l'ordre, on en a parlé tout à l'heure, chez des gestionnaires, parfois la société civile. Donc il y a plusieurs acteurs associés. Donc il est vraiment important d'accompagner ces démarches d'action, de réflexion, d'aménagement, de connaissance de l'accidentalité par un travail partenarial. Et du coup, l'outil du plan de mobilité urbaine durable est vraiment un outil central pour pouvoir mettre en place ce partenariat. D'où vraiment l'intérêt d'intégrer cette thématique au cœur de la démarche de mobilité urbaine durable. Voilà, c'est un peu ce qu'on souhaitait pouvoir retenir dans cette première session consacrée à la sécurité routière des modes actifs. Et nous remercions l'équipe de Mobilisation City pour notre intervention. Je vois qu'il y a effectivement un commentaire de Sylvain Petitet qui précise que les modes actifs sont essentiels aussi pour l'interconnexion entre les différents modes de transport. C'est vrai qu'on a un peu parlé d'intermodalité, mais c'est une thématique essentielle aussi, notamment la marche qui est le premier mode de transport pour aller prendre un transport en commun. On va de chez soi jusque-là, donc il y a toute cette interconnexion à réaliser. Alors, quelques références pour terminer cette intervention. Alors, il y a certains ouvrages qui sont disponibles parfois en anglais, mais autour de la vision zéro. Je souligne le rapport de l'OMS sur la sécurité routière dans le monde, également un rapport sur la sécurité routière en Afrique qui date de 2015, donc c'est un petit peu ancien, mais qui je pense, reste assez actuel sur un certain nombre de thématiques.
En termes de modération de vitesse, un élément clé pour assurer la sécurité et plus largement pour assurer une mobilité durable, plusieurs ouvrages disponibles. On peut trouver au CEREMA, un guide sur les rues apaisées notamment, le guide de la voirie urbaine, la gestion de la vitesse aussi, un guide produit par l'OCDE. En termes de planification de la mobilité et la sécurité routière, il y a des ouvrages du CEREMA qui commencent à dater un peu. Alors, ils commencent à dater, mais les principes n'ont pas beaucoup changé, hein, les principes fondamentaux sont là. Par contre, on va trouver des déclinaisons un peu plus récentes sous forme d'autres fiches, que je vous montrerai après. Il y a un guide européen, qui n'existe qu'en anglais, et qui est plus récent de 2019, qui montre justement comment intégrer la sécurité routière et notamment la sécurité des modes actifs dans le processus d'élaboration d'un plan de mobilité urbaine durable. Un guide, donc, un guide Altis. En termes d'aménagement, Cédric va montrer pas mal d'éléments intéressants qui sont issus pour la plupart des publications du CEREMA. Donc vous pouvez les retrouver sur la boutique en ligne du CEREMA, des choses qui sont gratuites pour la grande majorité d'entre eux, pour rendre le savoir recyclable. Deux ouvrages qui ont été sortis dans le cadre de la crise sanitaire. Parce qu'en fait, vous devez le voir. Deux ouvrages sortis dans le cadre de la crise sanitaire chez nous autour d'aménagement temporaire, donc des choses qui ont été testées. C'est une démarche qui s'est montrée très pertinente, c'est-à-dire mettre en place de manière temporaire dans le temps des pistes cyclables ou des élargissements de trottoirs, voir comment les choses se passent et après pérenniser ou pas la mesure. Ça rentre dans le cadre des actions, une famille d'actions autour de l'urbanisme tactique. Un ouvrage sur l'accessibilité des espaces publics, la question des chantiers urbains aussi, un élément important. Hein. Très rapidement, quand on met en place, quand il y a des travaux qui ont lieu sur la chaussée, on dégrade la situation pour les piétons, pour les vélos, et on crée des situations d'accident propices à l'apparition d'accidents, et donc essayer d'y remédier. Donc il y a beaucoup d'autres ressources que vous pouvez trouver sur le site du CEREMA, donc la boutique en ligne. Notamment, je mets l'accent sur une série de fiches intitulées Les savoirs de base en sécurité routière. Il y a plus d'une trentaine de fiches. Les plus anciennes sont un petit peu anciennes, enfin, les premières sont un peu anciennes, mais restent pertinentes sur certains sujets. Vous pouvez trouver des choses autour de thématiques très diverses qui ont trait à la sécurité routière, qui vont de l'utilisation des feux, j'ai plus tous les exemples en tête, mais voilà, il y a pas mal de matières que vous pourrez retrouver. Sur ce, je vous remercie de votre attention, de ma part et de celle de Cédric. Merci beaucoup Cédric et Thomas de votre présentation. Merci d'avoir monté tout ce contenu ensemble et d'avoir été présent pour assurer cette présentation. Merci beaucoup également à l'association Sama Vélo qui nous a donné une petite illustration de Dakar et donc à la communauté urbaine de Douala qui n'était pas présente mais qui a fait un petit enregistrement. En chat, donc il y a des liens vers de la documentation qui ont déjà été partagés, donc notamment vers le site du CEREMA. On va également partager la documentation relative à cette présentation, qui est en fait, donc la présentation a été enregistrée. Elle sera disponible sur notre chaîne donc YouTube, mais également sur notre plateforme de connaissances mobilizeyourcity.net, sur laquelle vous pouvez trouver la documentation, les enregistrements de webinaires avec les présentations. Et alors, si vous voulez être au courant en fait, de nos prochaines sessions et nos prochaines publications, je vous invite à vous inscrire à la newsletter. Donc, le lien vient d'être partagé dans le chat. Si vous ne l'êtes pas déjà inscrit, n'hésitez pas. Promis, ce n'est pas du spam. On envoie des mails seulement une fois tous les 2-3 mois avec les contenus les plus importants et notamment l'agenda, voilà, des formations et de nos publications. Je ne vais pas durer beaucoup plus longtemps puisqu'on a déjà fini 10 minutes en retard. Mais il me reste à tous vous remercier pour votre participation, également les participants pour votre participation active au chat, pour les témoignages intéressants qui ont été donnés, notamment en particulier, je pense que la ville de Douala et le gouvernement tunisien ont été bien actifs dans le chat. Merci beaucoup pour ça. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous lors de nos prochaines formations. Merci à vous.
Merci beaucoup. Merci. Au revoir.